Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Messieurs, vous me le direz là, si jamais je commence à sonner comme un broken record, mais quelle fin de semaine de sport qu'on a eu encore une fois. On est, même encore une fois, vous pouvez me le dire, le nombre de fois que je le dis, mais maudit qu'on est choyé. Mais la réalité des choses, là, la raison pourquoi je le dis souvent, puis je le dis encore cette semaine, c'est parce qu'on a été choyé. Je veux dire, il n'y a rien d'autre que ça. C'est objectivement que des bonnes choses qui se déroulent et c'est toujours le fun. Toujours le fun de pouvoir en parler. D'ailleurs, moi, de mon bord, écoutez, ça a été un après-midi assez chargé. J'étais à Boisbriand pour le travail avec le match de l'Armada contre les Wildcats. Le match 6, avez-vous vu ça? Comment s'est terminé, cette joute-là? J'ai pas regardé, mais j'ai su ce qui s'est passé après. Puis j'étais comme, Mio, j'espère que tu n'avais pas commencé à trop à commencer ton texte parce que. Il a là, disons qu'on a passé sur le respirateur artificiel sur un méchant temps. Là. Hey, ben, tu sais, on est rendu à la partie de l'année où chaque match a comme deux textes différents, deux versions différentes. Donc, tu sais pas trop lequel tu sors, lequel tu vas pas sortir. Finalement, tu as comme un petit slip-up dans le fond d'un autre texte. Mais bon. Mio, le vrai move de vétéran, c'est jamais commencer son texte. C'est ça le vrai move. Ouais, mais après ça, en tout cas, regarde, tu comprends comment oui. c'est. Hein, je sais pas déjà fait, je vous invite à aller voir le vidéo du but. Du but gagnant de Justin Carbonneau. Salutations à Cédric Blondin à la description qui s'est perforé les poumons et démoli la gorge à crier là-dessus. Anyways, mesdames et messieurs, quel plaisir que de vous retrouver à la Triple Menace cette édition du 3 mai 2026 ou peut-être 4 mai. May the 4th be with you, tout dépendant à l'heure exacte que cet épisode sort à tous nos fans de Star Wars, Félix. En est un ici aussi, donc on se rejoint là-dessus. Mais jason, bien sûr, comme à l'habitude, avec Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain pour tout ce qui se déroule. Mais par où commencer? Il s'est passé quoi en ce dimanche soir? C'était Sunday night? Oui, absolument. C'était le Sunday Night Baseball. Je ne sais plus c'est qui les équipes qui jouaient, puis, mais je pense que c'était encore une game mid, genre Jacksonville, Tennessee, genre à RDS à 3, quelque chose de même. Oui. Mais là-dessus, je suis comme, on est choyé. Je comprends ton point, mais par définition, être choyé, c'est chaleureux, réconfortant. Tu sais, c'est joyeux. Okay. Viens pas me dire que c'était tous ces adjectifs-là, parce que moi, j'étais quasiment en boule chez nous pendant tout ce match-là. Ah non, mais vous autres, vous l'avez pas, la distance et l'objectivité. Mais non, c'est pas vrai. Je vais pas lancer là-dessus. Mais non. Ben, tu sais, je le comprends. Puis je pense qu'on a tous été. Surtout le match de mercredi dernier, je pense qu'on a été très stressés aussi. Puis en fait, ça a été le même scénario aujourd'hui, alors que, on peut le dire officiellement, les Canadiens de Montréal défont le Lightning de Tampa Bay, les éliminent et passent au deuxième tour de ces séries éliminatoires au bout de 7 matchs. D'ailleurs, je tiens à rappeler, les gars, on a fait un petit pool, la triple menace. Puis Pop, on avait les chiffres il n'y a pas si longtemps de ça, pas trop loin. Mais t'es as-tu encore sous les yeux? J'ai encore sous les yeux les chiffres là-dessus. Shout-out à Dank de Puck, qui est son username sur le site de bracketchallenge.nhl.com, qui est présentement le meneur de notre pool. D'ailleurs, prédiction audacieuse de notre cher ami Dank de Puck, qui a mis Vegas champion de la Coupe Stanley. C'est audacieux quand même. Mais j'ai audacieux, surtout que le fait que moi, j'ai mis Dallas champion et on sait ce qui est arrivé. En fait, même pas. J'ai mis Dallas contre le Lightning en finale. Mais là, c'est ça, messieurs. Là, Pop, tu m'amènes sur de quoi? C'était quoi votre prédiction là, de Canadien Lightning? On se met sous le spot. Qu'est-ce que vous aviez dans le pool? T'en pas en 7. Je sais. Honnêtement, la seule garantie que tu peux avoir, c'est que ça allait être en 7. Le reste, tu flippes un 25 cents pour savoir qui tu prenais.
OK. J'avais Canadien en 7. Félix, toi? J'avais Tampa en 7, je pense, de mémoire. Je sais que j'avais Tampa, je sais pas si c'était en 6 ou en 7, mais je sais que c'était Tampa dans une longue série. Mais ouais. J'espère qu'à la maison, vous avez de quoi être fâché après mes co-animateurs ici, là. Mes deux ici ont mis Tampa pour gagner. J'avais le Wild, puis j'avais les Flyers. Tu sais quoi, je vais me flatter quand même. J'ai pas eu ça, mais je pense que j'ai eu tout le reste. Écoute, si on veut lancer des tomates encore plus sur moi, on avait fait même une petite prédiction aujourd'hui pour savoir qui allait gagner ce soir, et j'étais le seul qui a guessé que le Lightning allait gagner ce soir. Non, mais pas compris. Il se met sur le spot avec Tampa. Comme ça, il peut pas perdre. Si Tampa gagne, non, je peux pas perdre. C'est soit c'est le reverse jinx ou j'ai raison. C'est ça le move de vétéran. Mais juste en avance sur nous ici, là. Et voilà. Et parlons-en donc de ce match-là. Parlons-en. Tu sais, bien stressant, comme on les souhaite. Puis un match de série bien laid, comme on les aime, où ça s'est battu de fond en comble d'un côté à l'autre de la patinoire, où on a eu une petite frousse en fin de match. Mais au bout de la ligne, messieurs, puis c'est drôle qu'on soit rendu à discuter que de ça, mais Jakub Dobeš a été au bout de la ligne, je pense qu'on peut dire, là, le MVP de cette série pour les Canadiens. Absolument. Puis écoute, tu parles de Dobeš. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais je regarde Dobeš jouer en ce moment, là, ça pue le printemps là, qu'il y a plein d'histoires là, en ce moment. Là. Puis écoute, c'est bizarre parce qu'il y a quand même des parallèles un peu intéressants à dresser dans le sens où le Canadien n'était pas favori dans cette série-là, même que le Canadien était fortement négligé par les preneurs au livre dans cette série-là. On a fini par l'emporter. C'était de beaucoup. Là. Je pense que même Tampa était l'équipe qui avait le plus haut, l'équipe la plus favorite de la première ronde. C'était Tampa ou la Caroline de mémoire. Non, je dois être j'espère au moins que tu précises dans l'Est parce que je te rappelle que la je viens de me rappeler la vache. Mais Tampa était vraiment fortement favori dans cette série-là. Et les Canadiens réussissent quand même à déjouer les pronostics en allant gagner cette série-là. Et en plus, il y a d'autres parallèles qui se restent quand tu réalises que Dobeš n'a pas commencé cette saison-là en étant le numéro 1 de l'équipe. Puis il y a un autre gardien dans l'organisation qui est déjà un peu identifié comme le futur numéro 1 de l'équipe en Jacob Fowler. Mais en ce moment, le futur numéro 1 gardien de concession de l'organisation est sur le banc pendant que c'est un gardien européen qui est là devant le filet qui amène le club faire une petite run. Je veux dire, il y a une différence. C'est que Dobeš, il a à peu près un pied de plus qu'Alak. Je le concède. Là, mais en ce moment, Dobeš est phénoménal devant son filet. Puis, man, j'ai des chiffres que je me suis sortis pour ça. Là. Dobeš, que je me suis sorti, c'est un game sur Twitter, C-Vice 99 qui sort ça. Jakub Dobeš est un gardien recru. Okay? Dans les matchs 5, 6 et 7, les 3 plus gros matchs de sa carrière, Jakub Dobeš a arrêté 98 des 102 tirs dirigés vers lui. C'est exceptionnel. Ce gars-là, en 3 matchs, a accordé 4 buts, alors que son équipe avait besoin de lui, on avait besoin qu'il se lève. Aujourd'hui, là, Jakub Dobeš a été de loin supérieur à Andrei Vasilevskiy, et c'est pour ça que le Canadien l'emporte. C'est aussi simple que ça. Jakub Dobeš, en tant que recrue, est allé à Tampa Bay, puis a été de loin meilleur à Vasilevskiy, considéré par plusieurs comme le meilleur gardien de sa génération. C'est ça l'histoire de ce match-là. C'est aussi simple que ça, cette victoire-là du Canada. Puis, ce qui est encore plus incroyable, c'est que là, Jakub Dobeš devient le 5e gardien recru dans l'histoire du Canadien. Un club qui a quasiment 125 ans d'histoire. Gardien recru allait gagner un match numéro 7. Puis, je ne sais pas si vous avez vu les 4 gars avant lui, c'est genre... Une belle brochette d'homme. Patrick Roy, Jacques Plante, puis Ken Dryden, qui est arguably le Mount Rushmore des gardiens dans l'histoire du Canadien. Là. Jakub Dobeš, 5e, derrière ces 4 gars-là. Mais puis, tu sais, le nombre de fois que durant cette run-là en série, on lisait les commentaires, ouais, tu sais, ça rappelle des bons moments, mais en plus de tout ça, c'est qu'il a été phénoménal, il a arrêté tous ces arrêts-là, mais c'est qu'il a certainement été occupé, puis surtout dans cette deuxième période où les boys, il y a eu, comptons le nombre de tirs que les Canadiens ont portés, qui se sont rendus au but, là, dit-on, là, dans cette deuxième période. Ah, le compte est terminé, 0, puis je veux dire... Zéro! Puis... Zéro! et on se disait ça aussi, à quel point, messieurs, le Lightning avait un momentum assez phénoménalement convaincant en leur faveur en cette deuxième période où on se disait, le Canadien sera-t-il en mesure
de remporter ce match malgré cela. Puis ce qui est fou de tout ça, là, c'est, man, ça a été, on s'est fait, en deuxième, le Canadien ne s'est pas présenté. Le seul gars qui s'est présenté, c'est Dobèche, c'est littéralement tout. Et malgré tout ça, on a réussi à limiter les dégâts à 1-1 pour faire en sorte que la troisième est devenue une période de prolongation avant le temps. C'est ça qui est arrivé, puis on s'est mis dans une position, même si c'était vraiment pas beau, puis écoute, il n'y a aucun moyen de lancer les fleurs aux Canadiens en deuxième de quelconque façon, à moins qu'on parle de Dobèche très précisément, là. Mais on a réussi quand même à éviter qu'il y ait une avalanche de buts de la part du Lightning. On est resté dans ce match-là et ça a permis à Alex Barry Bonds Newhook d'en frapper une au vol dans le filet du Lightning. Écoute, quand tu t'es rendu comme en deuxième moitié de la troisième période, tu te dis ça va être un beau but graisseux, là, un beau pas beau, là, que tu vas dire, gars, ce sera pas chic, mais c'est ça qui va rentrer. Puis le Canadien s'est dit, man, on n'est pas capable de battre Vasilevski au hockey, on va juste le battre au baseball à la place. Puis, man, ça a marché. Fait que s'il y a une équipe de baseball qui cherche un frappeur de circuit, appelez Alex Newhook parce qu'aujourd'hui, il a clairement démontré qu'il y a peut-être un petit peu plus de talent qu'on pense de ce sport. Puis, c'est pas juste le fait que, tu sais, t'as pas dominé. Le Canadien dans le contexte, a littéralement joué sa pire saison de la saison. Puis, peut-être des 5-10 dernières années. Arguably, peut-être sa pire période qu'on a vue. Et on a passé à travers d'un rebuild qui nous a amené 32e dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui marchait. Puis, en même temps, c'est là que tu te dis, man, cette équipe-là est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Était de loin l'équipe la plus jeune des séries éliminatoires. Et je pense que là, on a vu totalement ce manque d'inexpérience-là face au Lightning. C'est quoi? Attends, je ne veux pas me mêler les chiffres. C'est quoi? C'est 13 gars qui jouaient un premier match. 13 gars qui jouaient un premier match 7 en carrière dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'il y en a 4 puis il y en a 4 de plus qui en ont joué un. Puis c'était pas devant les partisans. Des gars comme Nick Suzuki puis tout ça. Fait que tu avais quasiment le line-up au grand complet qui n'a jamais joué un match numéro 7 devant une full house à l'étranger, à Tampa. Tampa Bay, là, je vais juste vous rappeler, là, Tampa Bay qui est une des 3 dernières équipes de l'ère du Cap salarial à gagner la Coupe Stanley back-to-back. Et pour la première fois, ça, je pense que c'est la stat la plus insane qu'on peut trouver. C'est que pour la première fois dans cette décennie-là, je vous rappelle, on est en 2026. Pour la première fois dans cette décennie, ça ne sera pas une équipe de la Floride qui va s'en va en finale de la Coupe Stanley dans l'Est. Ouais, donc c'est terminé là, l'argument. C'est terminé l'argument que les joueurs de Tom s'en vont. Les fameuses taxes. Non, mais y a-t-il encore une équipe qui pourrait. Ben, Dallas sont out. Dallas, c'est out. C'est là. Puis Seattle, c'est Seattle. Je pense que l'argument va enfin mourir. Je pense que ça va enfin se calmer. Mais, puis écoute, juste revenir à ce match numéro 7-là, Pop, tu parlais du manque d'expérience. Je veux revenir, c'est Martin Leclerc qui disait ça à Tellement Hockey cette semaine, puis je trouve que c'est un excellent point. Le Canadien, tu sais, on parle beaucoup de comme quoi l'avenir de cette équipe-là est incroyable, puis juste le fait de jouer ce match-là, c'était de l'expérience qui allait être utile pour les prochaines années. Puis écoute, je suis coupable, j'en ai parlé cette semaine, j'ai dit ça cette semaine, mais Martin Leclerc, c'est un bon point. On est loin de ça, là, mais les premières années du Core 4 des Maple Leafs, là, la toute première run de série, on avait perdu, si je m'abuse, c'était en 6 matchs, dans une série extrêmement similaire à celle-là. On était en prolongation constamment, et à la fin de cette série-là, on s'est dit, ben c'est pas grave, tu sais, ce noyau-là est tellement jeune, tellement prometteur, on va avoir plein d'autres années où est-ce qu'on va pouvoir vivre ça, et regardez ce que ça a donné. De voir puis le contexte est légèrement différent. Tu sais, Suzuki et Caulfield se sont déjà rendus en finale, puis il y a quand même pas juste 4 gars. On va aussi on va toucher du bois que le deuxième pandémie éclate pas d'ici 5 ans, mettons. Là. Non, c'est ça. Puis il faut rappeler aussi Toronto, on aime bien les niaiser, mais sans la pandémie qui a arrêté le cap salarial, probablement que ça aurait été mieux. Le plan aurait été beaucoup plus tenable à long terme avec ça. Mais bref, là où je veux en venir avec ça, cette victoire-là est une énorme démonstration de caractère. Puis tu sais, c'est le genre cette victoire-là, là, c'est la victoire que les Maple Leafs n'ont presque jamais eue, l'ont eu une fois, mais comme en fin de parcours, là, que tu peux te dire, mettons, dans 2-3 ans, là, quand tu vas être confronté à ces situations-là comme ça, là, ben, on l'a déjà fait. On est capable, on sait qu'on est capable. Puis juste ce petit boost de confiance-là, là, c'est comme de briser le plafond de verre. Là, c'est vraiment, c'est peut-être une victoire qui change
toute la donne de l'avenir du Canadien en ce moment. Puis, écoute, peut-être qu'on l'aurait fait même si on avait perdu le match d'aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que le match d'aujourd'hui fait en sorte que si on l'avait perdu, le Canadien aurait eu un parcours comme les Maple Leafs pour les 10 prochaines années. Mais le fait de l'avoir fait, le fait d'avoir montré aux autres équipes que tu es capable d'aller à l'étranger, puis même quand tu n'as pas ta meilleure game, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un pense que le Canadien avait sa meilleure game, j'aurais 88 games précédentes à vous montrer qui étaient des meilleures games que ça de la part du Canadien. Là. Cette équipe-là s'est pointée. Tout n'était pas beau, mais on a été capable d'aller en voler une sur la route dans un match numéro 7 avec la deuxième plus jeune équipe de toute la ligue. C'est immense pour l'avenir de cette équipe-là, cette victoire-là. Là, d'ailleurs, je veux pas. Alors que là, on dit que les Canadiens, c'est sur la pente ascendante. Lightning, je veux pas être le présager des mauvaises nouvelles, mais depuis cette finale qui a été perdue aux mains de l'Avalanche du Colorado, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, mais c'est 4 sorties hâtives en première ronde. Disons, on va compatir un peu. Je sais que c'est difficile de compatir avec le Lightning, surtout de la manière que ces dernières semaines est joué. Puis c'est difficile de compatir avec quelqu'un dont le joueur favori est Nikita Kucherov. Avec tout le respect du monde, même s'il va sûrement gagner le MVP encore cette année, faut-il s'inquiéter pour l'avenir du Lightning? Parce que oui. Je veux dire, cette équipe-là veut pas, et on parlait du Canadien qui était la deuxième plus jeune équipe de la Ligue, Tampa Bay n'est pas dans cette situation-là. C'est une équipe qui est beaucoup plus vieille et il y a des gros points d'interrogation pour l'avenir de cette équipe-là. Victor Hedman n'a pas joué une seconde dans cette série-là. Est-ce que Victor Hedman va être en mesure de revenir au jeu l'année prochaine? Si oui, dans quel état il va l'être? Ryan McDonough n'est plus jeune. Andrei Vasilevski n'est plus jeune. Nikita Kucherov n'est plus jeune. Braden Point, qui a été totalement invisible dans cette série-là, n'est plus jeune non plus. Je veux dire, oui, Brendan Eagle est encore quand même relativement jeune. Je crois qu'il a 26 ans en ce moment. Il va avoir 27 au début de la prochaine saison. Mais, tu sais, 4 années de suite, c'est toutes des belles opportunités. Puis encore, la série d'aujourd'hui, ça aurait pas été d'un bord comme de l'autre. Puis peut-être que si c'est le Tampa qui marque un but de baseball, ils finissent par gagner la coupe, puis on n'en parle même pas. Mais ça fait 4 années de suite avec un des meilleurs groupes de la Ligue qu'on n'est pas capable de passer le premier tour. Moi, j'en suis quasiment rendu au point où je me demande, je ne dis pas que c'est la chose qui est à faire, mais est-ce qu'on va peut-être à Tampa commencer à vouloir la tête de John Cooper? Je veux dire, est-ce qu'on va vouloir la tête de John Cooper à Tampa Bay après cette défaite-là? Je ne pense pas que je le ferais, mais est-ce qu'on va le vouloir? Je pense pas que c'est impossible. Voici quand même quelques-uns là, des noms notables avec un âge notable chez le Lightning. Nikita Kucherov, en juin, ça va être 33 ans. Jake Gensel, en octobre, ça va être 32 ans. Braden Point vient d'avoir 30 ans. Yanni Gourde, ça paraît pas, mais lui, en décembre, il a eu 34. Puis Victor Hedman, en décembre, il a eu 35. Puis il y a un nom que vous n'avez même pas soulevé dans tout ce roster-là du Lightning, mais Darren Radish, là, ça ne reviendra pas à Tampa Bay l'année prochaine. Darren Radish, c'est n'importe quoi cette saison-là. Là. Darren Radish là, va signer pour 10 millions par année à Toronto, là, puis il va faire 35 points, là, puis on n'en parlera même plus, puis on va se demander comment ça qu'une équipe a des gros argent de main. Ça, là, c'est n'importe quoi. Puis l'affaire, par exemple, avec Tampa, j'aime beaucoup plus les chances de Tampa d'être en mesure de trouver quelque chose pour remplacer Radish que les chances de voir Radish refaire cette saison-là. Tampa est capable de recréer un autre Radish, ça ne m'inquiète pas. Écoute, on est allé chercher Charles-Édouard Dastou du fin fond de la Suède, puis ce gars-là... Il a été bon! ce gars-là, depuis sa première game cette année avec le Lightning, a l'air de legit d'un défenseur au plus bas des scénarios, le deuxième paire. Ah ouais, non, j'ai aucun problème à voir le coup depuis 5 ans. On dit que ça fait depuis 5 ans qu'ils sont finis. Et puis ils trouvent genre la pépite parfaite. Ouais. Que personne ne voulait, genre du fin fond de la Ligue canadienne de hockey qui développe au maximum. OK, mais respect à cette légende de l'Océanique, mais à quel point est-ce que les pépites, ça va être assez pour pouvoir soutenir le fait que tes gars principaux, ils commencent à approcher l'âge de la retraite? Ça, c'est un bon point. Puis écoute, moi, tu sais ce que j'ai regardé cette série-là, puis j'ai repensé à ça pendant le match 6, là, quand c'était 0-0 puis que les deux équipes n'étaient pas capables de marquer, là. Vous souvenez-vous un peu avant la date limite, en fait, avant la pause olympique, ça avait été réglé avant la pause olympique, ce dossier-là, là, quand Artemi Panarin voulait quitter les Rangers, puis une équipe qu'on entendait beaucoup pour Artemi Panarin, c'était le Lightning.
à quel point cette série-là est différente si Artemi Panarin est dans la line-up. Est-ce que le Lightning a besoin d'un autre gros swing pour. Tu sais, je sais qu'on a tellement de talent avec les Kucherov, les Gatzel, les Eagle, les points. Il y a énormément de talent, mais est-ce qu'Artemi Panarin fait la différence dans cette série-là? Puis est-ce que c'est pas un swing qu'on va devoir prendre à Tampa à un moment donné? Ben, tu sais quoi, pense-y. Pas Panarin, mais un autre joueur dans ce genre-là. Là. Ben, pense-y, tu sais, avec tout le flair offensif qu'il y a eu. Tu sais quoi, c'est fou, mais littéralement, tous ces matchs, un but de plus, à l'inverse, aurait fait la différence. Tu n'es pas en train de me dire qu'Artemi Panarin n'est pas capable d'aller chercher un but minimum de plus dans l'une de ces joutes-là? Puis, hey, écoute, on parle d'Artemi Panarin, mais juste Anthony Cirelli fait un but dans cette série-là. Tu sais, je comprends que sa mission principale, c'était de shut down Nick Suzuki, Cole Caulfield, Demidov, toute la gang. Et il faut lui donner des fleurs. Il a extrêmement bien fait la job. Mais on se rappellera, il y a beaucoup de monde qui traçait les mêmes comparatifs au trio Dano, Gallagher, Lekonen en série 2021. Mais j'ai juste un petit newsflash pour ceux qui nous écoutent. C'est quand même ce trio-là qui a quand même propulsé Montréal en finale à la Coupe Stanley contre Vegas. À la toute fin, c'est eux autres qui sont allés chercher le but. Anthony Cirelli, il aurait fallu juste un but de sa part, puis je pense qu'on a complètement un débat différent avec le Lightning en ce moment. L'affaire avec Cirelli, c'est que si tu m'avais dit au début de la série, Anthony Cirelli va avoir cette série-là exactement, je t'aurais fait, man, parfait, j'ai pas besoin de plus que ça. Puis, man, faut pas oublier, là, le Canadien, son premier trio de cette année, t'as un marqueur de 51 buts, un marqueur de 30 buts, puis un marqueur de 100 points. Ces trois gars-là, à 5 contre 5, n'ont rien fait. Puis je comprends, ça aurait été le fun d'avoir un but de plus de Cirelli ou de son trio, quoi que ce soit, là. Mais on a réussi à neutraliser un trio avec un marqueur de 51 buts, un marqueur de 30 buts, puis un marqueur de 100 points. Je veux dire, c'est exceptionnel. Puis quand je dis neutraliser, là, juste quand même, Caulfield, je vais revenir dans 2 secondes. Là. Nick Suzuki, ce soir, a été phénoménal. Ça paraît pas nécessairement quand tu regardes la feuille de pointage. Là. Ce gars-là a été phénoménal. Ça a été un des super bons matchs que je l'ai vu jouer à Montréal depuis un bout. En troisième, là, c'est vraiment lui qui avait là, les boys, ça fait le niaisage. Il a pris l'équipe sur son dos, comme il avait fait l'année passée. Il les a amenés, man, impliqués physiquement. Son tir bloqué à la fin. Incroyable. Nick Suzuki a été solide, même s'il ne contribuait pas nécessairement des tonnes sur le plan de la feuille de pointage. Cole Caulfield, je reviens à lui. Cole Caulfield, je pense que je l'ai dit sur ce show-là, je pense que c'est mon joueur préféré à Montréal en ce moment. Là. Je pense que c'est mon boy depuis qu'il joue à Wisconsin dans l'NCAA. Un des premiers que j'ai suivi quand j'ai commencé à travailler dans les médias sportifs. Mais à 5 contre 5, ce gars-là n'était pas jouable. C'est terrible. Puis je me suis surpris à me dire à un moment donné, en troisième période du match numéro 7, est-ce que je veux vraiment voir Cole Caulfield sur la glace? Et ma réponse a été non. Je voulais... Puis plusieurs fois dans cette série, je me suis dit ça. Écoute, peut-être que loin de Cirelli, peut-être que loin du fameux trio de Tampa, ça va aller mieux en deuxième ronde contre Buffalo, mais cette série-là de Cole Caulfield a été fou. C'était laborieux. Là, c'est fini contre Tampa. Puis écoute, il m'a l'air d'un gars blessé en ce moment parce qu'il me semble qu'il évite encore plus le contact que d'habitude. Puis on sait qu'il est capable qu'il n'a pas peur nécessairement du contact en temps normal, mais dans cette série-là, ouf, que ça n'a pas été facile. La série contre Buffalo va être extrêmement intéressante. Oui, ben, allons-y donc. Êtes-vous prêts à aller jusque-là? Pourquoi pas? OK, parfait. Ben, écoutez, juste avant qu'on aille là, ben, écoutez, allez donc suivre nos petits réseaux sociaux. On a toujours du beau contenu à vous partager. Puis vous savez quoi, quand on a des petites affaires comme Perron d'église, ben, vous savez quoi, vous êtes là à répondre. Puis ça fait toujours plaisir. Ben, parlons-en de cette série Canadien-Sabres parce que autant que les gens ont regardé les dernières joutes entre le Canadien et le Lightning, puis se disaient, bon, vous savez quoi, il y a quelque chose là, tu sais. Mais Canadien, ça n'a pas été non plus à sens unique cette saison. En fait, ils jouaient à leur avantage. Disons que les Sabres ont eu eux-mêmes le chiffre des Canadiens cette saison. Mais vous savez quoi? Ça se reprend contre ces Sabres de Buffalo en séries éliminatoires. Les Sabres qui est quand même là pour ce qui est de la moyenne de buts alloués parce qu'on connaît bien sûr le talent offensif qu'il y a dans ce groupe-là, mais je ne pense pas que ça va tout être la joute non plus. Mais Buffalo, avec 2,93 buts alloués en moyenne par rencontre,
ben, ça rentre quand même dans le top 10 de la Ligue. Donc, c'est quand même une équipe qui est capable de bien défendre, en plus d'être la 5e équipe qui marque le plus de buts par match. Messieurs, j'ai presque envie de vous demander tout de suite, en entrée comme ça, où est-ce que ça va se jouer cette série-là? Ça va jouer dans un coin parce que ce qui va différencier la série contre Tampa et la série de Buffalo, c'est que Buffalo sont... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le line-up et les mensurations de cette équipe-là. Cette équipe-là est insanement énorme. Ouais. Tout le monde est gros. Puis la défense, c'est encore pire. Là. Je ne sais plus c'est quoi la moyenne, là, mais je pense qu'il n'y a pas un gars en bas de 6 pieds 3 dans cette brigade défensive. C'est tous des géants, ça n'a aucun sens. C'est tous des géants de ce côté-là. Ce qui est différent un peu du Lightning, oui, il y a le côté physique. Oui, Tampa, ça jouera par bout, mais Tampa, il n'y a pas de Anthony Cirelli. Il n'y a pas de Brandon Hagel. Ça va être un style d'adversaire un peu différent du côté du Canadien en deuxième ronde. Ce qui, pour moi, est un encouragement peut-être pour Cole Caulfield parce que, en tout cas, moi, j'ai remarqué un petit peu personnellement que, surtout dans les matchs 5, 6, 7, c'était pas toujours beau. Mais Cole Caulfield, même s'il ne marquait pas, il réussit quand même à prendre des tirs. Moi, je me dis qu'à un moment donné, ça en prend juste 1 à 55. La magie va revenir un peu bientôt. 100%. Fait que pour moi, je pense que c'est peut-être encourageant pour Montréal parce que là, on n'aura pas un Anthony Cirelli dans les jambes pour cette deuxième ronde. D'ailleurs, pour cette défensive, t'imagines si Colton Parayko était, je sais pas moi, comme ça avec les Sabres? Mais attends, je vais aller chercher le line-up. Là. Mon gars, Mais puis pendant que tu fais ça, écoute, la différence pour moi, puis c'est facile d'être encouragé en se disant, ben tu sais, Alex Lyon ou Kopeka Luukkonen, je sais pas ça va être lequel des deux qui va être partant, là. Peu importe qui est là, je veux dire, le gardien va être beaucoup moins bon qu'Andrei Vasilevskiy, du moins en série. Je veux dire, Vasilevskiy a une réputation assez claire d'être le meilleur, sinon l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Mais on parle de la brigade défensive, là, c'est incroyable comment celle des Sabres est meilleure que celle du Lightning. Je veux dire, le Lightning a des bons défenseurs. On a parlé de Radish, on a parlé de McDonough, on a parlé de J.J. Moser. La brigade défensive des Sabres est à des kilomètres en avant de celle du Lightning. Puis ça, c'est une différence majeure. Parce que oui, il n'y a pas de Cirelli, mais man, quand t'as pas Dahlin, puis t'as pas Power, puis t'as pas Byram, t'as genre Mathias Samuelsson, il y en a tellement des bons défenseurs. Logan Stanley qui est là. Tu sais, oui, le gardien des Sabres va être beaucoup moins impressionnant, puis peut-être que ça va aider, mais il va avoir moins de place en défensive parce que là, on va jouer contre une vraie brigade de Caleb Bellenage. Il n'y aura pas des Declan Carlisle ou des tout respect pour Charles-Édouard Dastou. Là, les gars à Buffalo, je sais qu'on vient de parler de Dastou comme étant un super bon défenseur, là, mais ceux à Buffalo, c'est une autre coche au-dessus. Et dernière chose, l'ambiance de série à Montréal est inégalée à travers la Ligue. Mais s'il y en a une deuxième, celle qui est deuxième dans la liste, c'est Buffalo. On n'aura pas l'ambiance de mort comme à Tampa. Là. À Buffalo, il va avoir un vrai avantage de la glace en faveur de l'équipe qui affronte le Canadien. C'est plus proche, peut-être qu'il y a des fans de Montréal qui vont prendre le contrôle, mais ça fait du bien, par contre, des voir comme ça. Même Josh Allen était là. Oui, puis les Sabres ont perdu. Coïncidence, je ne pense pas. Mais je vais vous faire la liste, OK? Ça, lui, c'est le plus petit de la gang. Là. Bowen Byron, 6 pieds 1, 205 livres. Ça, c'est le plus petit de la gang. Là. Rasmus Dahlin, 6 pieds 3, 204. Michael Kesselring, 6 pieds 5, 215. Owen Power, 6 pieds 6, 226. Mathias Samuelsson, 6 pieds 4, 229. Logan Stanley, 6 pieds 7, 231. Mais pour c'est la brigade défensive qui va être dans l'affaire du Canadien pour au moins les 4 prochains matchs. Puis, man, pour toutes ces prouesses offensives qu'il y a aussi en tant que défenseur, j'oublie toujours à quel point Rasmus Dahlin est énorme. Exceptionnel. Il est énorme, il est bon défensivement, il est exceptionnel. Il n'est pas juste énorme défensivement. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué le nombre d'adversaires qui ont crash out cette année à cause que Rasmus Dahlin a, je ne sais pas, le inner circle de la Ligue nationale, mais ce gars-là commence à avoir une réputation de insane trash talker sur la patinoire. Gardez Slav loin de lui. Parce que Slav, on l'a vu dans cette première ronde-là, il y a eu des petits moments où il s'est fait avoir. On a réussi à aller en dessous de sa peau, comme on dit. On a réussi à le faire un petit peu. Voilà, d'ailleurs. Gardons Slav loin de Rasmus Dahlin. D'ailleurs, Félix, finalement, Jakub Dobeš s'est pas battu. Hein? On est passé proche, mais. Ce n'est que partie remise.
OK, répétons d'ailleurs là, la prédiction. Écoute, Mio, je fais juste dire, mettons le Canadien menait 4-0 en troisième période, puis Oh my le God! Il voyait Perry. en Il permettait voyait avec Perry. 5 minutes à faire, là, crée-moi qu'il aurait lâché un punch à quelque part, là. Il voyait Perry, puis ça y allait, man. Répétons d'ailleurs, si jamais là, vous n'étiez pas là pour ce moment-là, mais Félix avait prédit comme quoi Jakub Dobeš, ça serait pas étonnant qu'il se batte dans cette série contre le Lightning puis que ce soit pas contre l'autre gardien. Mais juste, par exemple, donner un peu de crédit à Dobej par rapport à ça. Dans ce match 7-là, là, je l'ai senti plus en confiance et plus calme que dans les 6 premiers matchs. Je sais pas pourquoi, puis tu sais, ça reste que Dobej, quand on dit calme, c'est relatif, là, mais je l'ai senti, tu sais, je le sentais moins propice à se lancer un peu partout, puis tu sais, dans le match numéro 6, là, il y a des bouts où, oh boy, on essayait des affaires, ça marchait pas tout le temps, puis là, j'ai senti un Dobej, puis je sais pas si ça faisait partie de la stratégie de surprendre le Lightning, de donner un nouveau look un peu à Dobej, puis de changer un peu sa manière de garder les buts, mais j'ai vraiment senti une différence entre le Dobej de ce soir et le Dobej des 6 premiers matchs, puis de voir qu'un gardien qui est reconnu pour être un peu, je ne veux pas dire tête brûlée, là, mais qui a tendance à être extrêmement agressif, de voir que dans un match 7 avec la saison de son équipe en jeu, il était capable de reculer un peu puis de gérer ça. Ça, c'est extrêmement encourageant. Puis ça fait juste montrer la progression énorme de ce jeune joueur-là, parce qu'on se rappelle, les partisans du Rocket de Laval, si on l'aurait dit mettons fin novembre, début décembre 2024, ce gardien-là là, que vous voyez là, non seulement il va prendre le spot numéro 1 à Montréal, il va mener le Canadien une première victoire en série dans un match numéro 7 sur la route, alors que ses coéquipiers ont dirigé 9 ou 10 lancés sur fucking André Vasilevski. Ce gars-là. C'est absurde. C'est absurde. Puis dernière chose, là, de voir Dobej après le match, j'étais vraiment nerveux aujourd'hui. Je veux dire, je me doute qu'il l'était, mais même ça à 0, 0, 0, 0 paru. Puis, vraie dernière chose, là, de le voir dans son entrevue à TNT après le match, qui a parlé pendant, je crois que c'était 4 minutes, puis à la toute fin, t'as Samuel Montembeault et Jacob Fowler qui ont décidé de l'entarter en plein direct. Le pouvoir de l'amitié. Attends, non. Il n'y a pas juste ça. La pizza est officiellement revenue. La pizza est revenue. Oui, la pizza de Philippe Dano qui est officiellement revenue. D'ailleurs, Mike Massesco ne la méritait pas, cette pizza-là. Il la méritait pas pour le stress. Oh, bou, chou. Il la méritait pas pour le stress inutile. Je peux pas side avec toi là-dessus. Il va falloir que je side avec Mignon là-dessus. Hey, d'ailleurs, messieurs, dans ce match 7, Canadien Lightning, on a eu droit finalement à l'heureux retour d'un certain défenseur droitier numéro 53 que j'ai name drop sur cet épisode la semaine dernière, comme quoi, vous savez quoi? Malgré tout, sa présence commençait à se faire ressentir un petit peu, ou du moins son absence commençait à se faire ressentir un peu. Félix, Noah Dobson était de retour. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai été plutôt rassuré par ce que j'ai vu. Je veux dire, ce gars-là était capable de prendre des tirs. Il y a eu des bouts où il avait l'air rouillé, là, la séquence notamment dans sa zone où est-ce qu'il dribble un peu avec la rondelle puis que ça crée une belle occasion de marquer pour le Lightning. Mais de manière générale, j'ai été plutôt rassuré de ce que j'ai vu. Tu sais, je regarde sa ligne de stats en ce moment. Là. Classique Noah Dobson. Là, je veux dire, 2 tirs bloqués, 4 mises en échec. Ce qui est moins classique, c'est peut-être son temps de glace, 18 minutes, deuxième défenseur le moins utilisé. Seul Jalen Struble et son piètre 5 minutes d'utilisation ont été utilisés moins longtemps que Dobson dans ce match-là. Je pense pas que c'est une surprise. Je pense que personne ne s'attendait à voir Dobson fraîchement remis d'une blessure jouer du 26, 27, 28 minutes ce soir. Mais tu sais, on est quand même à des kilomètres de Scarborough Jacky jouait. Si Jacky dans un bon match, c'était 11 minutes. C'est de voir Dobson. Puis il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Moi, par exemple, la question que je me pose, OK, pour Noah Dobson, puis là-dessus, je vais vous amener. Est-ce qu'on serait particulièrement surpris que Noah Dobson ne soit pas dans la formation au match numéro 1 contre les Sabres? Je m'explique. Ce gars-là revient d'une blessure qui, probablement, là, on est encore à 1 à 2, peut-être 3 autres semaines de retour en temps normal. Là, Dobson a poussé pour jouer aujourd'hui. Dobson n'a pas joué au match, je pense qu'il aurait joué si le Canadien tirait de l'arrière 2-3 à ce moment-là. On menait 3-2. Je pense qu'on a décidé de lui donner une soirée de congé. Et je pense que si le Canadien avait gagné le match numéro 6,
Dobson n'aurait pas joué le premier match contre Buffalo. Donc là, je me demande, est-ce qu'on va lui donner peut-être un match mercredi, puis on dit, gars, prends encore comme... C'est parce que ça va faire grosso modo une semaine. Le match numéro 2 étant vendredi, ça lui donnerait un 5 jours quasiment complet pour se reposer. Je me demande si on dit pas à Herbert Jacquet, ben gars, on va te redonner nos chances. C'est pas si grave que ça si on perd le match numéro 1. On va laisser Dobson se reposer puis revenir vraiment dans une charge plus normale de 22, 23, 24 minutes à partir de vendredi. Ça, Félix, c'est pas si grave. De un, déjà, c'est terrible que tu admettes ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Non, il n'y a rien à comprendre. C'est séries éliminatoires, t'en laisses pas une. Mais, tu sais, en plus, j'en ai avec des amis cette semaine, puis on parlait d'un potentiel retour de Dobson, puis j'avais dit que, comme quoi, si les Canadiens. Je ne sais plus on parlait de quel match. Là. En fait, c'était après le match 5 ou pendant le match 5. S'ils perdaient, Dobson allait rentrer pour le match 6 pour tenter de forcer le 7e. À l'inverse, ben, regarde, ils ont gagné 5e, donc pas trop de stress de ce côté-là. Mais tu sais quoi? Je pense qu'on peut quand même. Puis autant que je trouve ça dommage un peu que Herbert Jacquet soit le gars qui a été laissé de côté. Mais en même temps, je veux dire, Janice Struble a été excellent. Jacquet a été, mon Dieu, phénoménal. Pour les 3-4 premières games de cette série-là, que je me suis senti presque mal qu'il se fasse sortir de la formation. Mais tu sais quoi, Pop, je veux t'entendre là-dessus aussi. Moi, si je suis Martin Saint-Louis et je suis le Canadien de Montréal, si on avait jugé qu'avant le match d'aujourd'hui, que si Noah Dobson n'était pas prêt à jouer le match numéro 1 contre Buffalo, il n'aurait juste pas joué aujourd'hui. Moi, je pense que... Je suis convaincu qu'il n'aurait pas joué mercredi. Ça n'aurait pas été... Je suis convaincu qu'il aurait sauté au moins le premier match. Je suis convaincu de ça. OK, mais j'en prends note là-dessus, mais au moins, ce que je me dis, c'est que là, on a 2 vraies journées de congé, lundi, mardi, pour Montréal et tout ça. Je pense que ça va juste permettre à Noah Dobson de reprendre sa game shape parce que ce qu'on voyait aujourd'hui, c'est pas un gars qui avait mal ou qui performait au-delà d'une blessure et ça le ralentissait. C'est juste une question de game shape. Fait que juste ces 2 journées-là, on continue à toucher la patinoire, de s'entraîner avec ses coéquipiers, juste de reprendre la forme là-dessus. D'après moi, je pense que c'est... Je ne vais pas dire que c'est assuré parce que les séries, on ne sait jamais. Mais pour moi, Noah Dobson, si on demande mon degré de surprise sur 10, c'est un 2-3. C'est un 2-3 s'il joue. Je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer le premier match, mais je me demande si la décision responsable, ce serait pas de se dire, gars, prends 5 jours. Puis après ça, tu sais, parce que dans 5 jours, on va grosso modo arriver dans l'échéancier de 4 à 6 semaines initialement prévues. Si, tu sais, je sais pas. Je me demande s'ils sont... Je comprends, mais moi, je peux juste dire que Nikita Zadorov a joué avec plus de ligaments. Ouais, mais là, on a une autre série au complet, peut-être 2 autres après, là, je veux dire. Puis Zadorov, ça allait mal à ce moment-là. Buffalo menait la série 2-0, si je ne m'abuse, à ce moment-là. Ouais. Quand il y a eu cette blessure-là, donc il n'a pas quitté la formation. Oui, non, c'est très, très, très bon. Hey, mais vous savez quoi? Ça vous tente-tu, on va parler d'équipes que ça va mal. Pourquoi pas? Ah, ça, j'adore ça, parler d'équipes que ça va mal. Pourquoi pas? Hey, j'ai sorti ma revue de presse cette semaine, disponible d'ailleurs tous les jeudis matin. Bon, là, j'avais sorti vendredi parce que, mercredi, pour en tout cas, regarde. La revue de presse est sortie et je l'ai titrée la 3e, et non, pas de 3e pour Connor McDavid, puisque lui et les Oilers ont été éliminés dans ce 6e match contre les féroces canards d'Anaheim. Où, d'ailleurs, vous savez quoi, là, juste avant, comme je mentionnais aussi, la fameuse étiquette qui suit Connor McDavid, comme quoi dans les matchs éliminatoires, c'est pas joli de son côté. Il n'y a pas eu de point dans ce match-là, mais c'est pas le point. Pop! On commence à sonner la cloche. Est-ce qu'on commence un an plus tôt que prévu au contrat de McDavid? Je dis pas de tout faire maintenant. Puis d'aller all-in cet été en vue de la prochaine saison. Mais si je suis l'état-major des Oilers d'Edmonton, je commence officiellement à penser à une reconstruction. Tranquillement. Il faut prendre la décision que d'ici 2-3 ans, il faut qu'il y ait une reconstruction déjà entamée du côté des Oilers d'Edmonton. Connor McDavid l'a dit en point de presse après la défaite, puis c'est un thème qui est revenu dans le dernier mois et demi de la saison. Connor McDavid n'a plus de filtre quand il vient de parler de son équipe. Oh mon Dieu!
Il avait affirmé que la seule raison pourquoi il était encore en vie pour les séries éliminatoires, c'est parce que la Pacifique était une bataille d'oreiller, pour paraphraser et traduire ce qu'il disait. Et Connor McDavid, après la défaite contre les Ducks, a dit « On a été une équipe moyenne. On a toujours été une équipe moyenne cette saison. » I mean, si lui le dit, quel message tu vas avoir de plus? La seule chose qui peut sauver les Oilers d'Edmonton en ce moment, puis d'éviter de retourner en rebuild complètement destructeur, congédier Stan Bowman tout de suite. Commencez à penser à congédier Stan Bowman tout de suite. Félix, je veux t'entendre là-dessus parce que, tu sais, on a tout le long de cette, on va dire, ces 3 dernières années, tu sais, où les Oilers cognaient à la porte, ont été à la porte, entrouverte. Ça a toujours été la conversation du gardien de but. Mais c'est-tu le temps de passer au 2e étage? Ah, man, t'auras pas d'opposition de ma part pour l'idée de congédier Stan Bowman. Là. Stan Bowman, là, c'est drôle parce que ça y a pris 1 mois après son entrée en poste pour mettre le clou dans le cercueil de l'avenir des Oilers. Quand il a, le 1er juillet, investi une tonne d'argent dans des joueurs autonomes épouvantables au point de se barrer au plafond salarial et de se rendre extrêmement susceptible de recevoir des offres hostiles à ces joueurs autonomes avec restriction. Les Blues ont flairé la bonne affaire. On est allé leur voler Dylan Holloway et Philippe Broberg. As-tu idée à quel point Dylan Holloway et Philippe Broberg aideraient à Edmonton en ce moment? À la place de ça, on est pogné à payer Trent Frederick pendant 8 ans à 3,85 millions. Ça, ce contrat-là, c'est épouvantable. Je ne sais pas qui a décidé de donner 3,85 c'est le genre de contrat millions par année à la seconde c'est le genre de contrat qu'à la seconde tu as vu la notification, tu t'es dit c'est un contrat de marde. Littéralement. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis, je veux dire, on essaie de faire un peu ce que le Lightning a fait avec c'est Nick Paul, si je ne m'abuse, puis l'Avalanche qui a fait ça avec Miles Wood aussi. Ces 2 contrats-là ont été épouvantables aussi d'ailleurs. Mais écoute, c'est intéressant ce que tu me dis par rapport aux Oilers, parce que je regarde à côté ici, là, on est dans une situation où McDavid vient de finir l'année de contrat, il a signé pour 2 autres années, fait qu'il reste l'année prochaine et l'autre d'après à 12,5 millions. Il a signé à rabais pour donner une chance aux Oilers de gagner. Draisaitl, lui, est un autre cas particulier. On va y revenir plus tard. Mais ce que je me demande pour McDavid, est-ce qu'on se dit, gars, on donne une dernière année à ce projet-là, puis à l'été 2027, si jamais ça ne marche toujours pas, on l'échange à ce moment-là pour ne pas le perdre pour rien, probablement à une destination où McDavid veut aller. Je pense que ça va être à y penser. Zach Hyman, son contrat va finir en même temps que McDavid, de premier part à l'été 2027 aussi. Est-ce que Leon Draisaitl, rendu à l'été 2027, s'il voit McDavid puis Hyman partir, il va dire, ben gars, je veux dire, oui, j'ai beau être signé jusqu'en 2023, moi je débarrasse dessus, là, je reste pas avec ce feu de poubelle-là. Et on revient encore à un autre gars, Evan Bouchard. Est-ce qu'Evan Bouchard va dire, hey, gars, ça fait le niaisage, moi, il me reste 2 ans de contrat, après ça, je m'en vais aussi. Je veux dire, je pense que de plus en plus, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis c'est dommage parce que tu dis comment les Oilers vont pouvoir rajouter du renfort. Je veux dire, ouais, ok, il y a un peu d'argent qui se libère, là, peut-être signer genre 1 ou 2 gars, là, mais faire la transaction pour Tristan Jarry. Je parlais d'Holloway puis Broberg, là. La transaction de Tristan Jarry a été le dernier clou dans le cercueil pour de bon là, de cette équipe-là. C'est épouvantable, même, d'avoir donné des trucs pour Tristan Jarry qui avait eu un bon mois. Et là, on est pogné avec ce contrat-là à 5,375 millions par année pour l'année prochaine et l'autre d'après. Ce gars-là est le gardien des Oilers jusqu'à la fin de l'ère Connor McDavid. On s'est menotté en se commettant à Tristan Jarry jusqu'à la fin de l'ère Connor McDavid. C'est épouvantable. Puis je sais pas comment on s'en sort. Je pense que de plus en plus, je suis d'accord avec toi, il va falloir penser à... L'année prochaine est peut-être la dernière année de McDavid à Edmonton et je ne sais pas comment on réussit à virer ça de bord en avant. Je ne vois pas comment. Ça peut dépendre. T'sais, si, mettons, les Oilers commencent déjà à décliner, je ne sais pas, peut-être, un Leon Draisaitl ou un Connor McDavid, mettons, décembre, janvier, février, mettons, puis qu'on se retrouve dans les bas-fonds dans l'Ouest l'année prochaine, puis on regarde la prochaine date limite des transactions, puis on se dit, c'est là qu'on fait ça, mais juste... Tu sais, on parle de clous dans le cercueil, là. Là, je comprends que c'est pas Stan Bowman là, qui a fait ça, là, mais Darnell Nurse, là. Tu
Tu sais, On est encore sur le Darren le Hunter. premier clou part C'est Ken de- Hughes qui a fait ça, méchant Ken Hughes. Méchant Ken Hughes. Mais le premier clou dans le cercueil, ça a été Darnell Nurse. Tu sais, ce contrat-là, puis moi, ça me fait rappeler un peu. Là, OK, les deux cas ont quand même. Tu sais, le dénouement est quand même différent l'un et l'autre, mais moi, ça me rappelle le contrat que John Tavares avait eu avec les Leafs de Toronto. Quand il a signé comme agent libre, là, 11 millions et quelques pour 8 ans, ça t'a limité dans tes options de hey, un gars de profondeur qui est bon en série, ça ferait du bien, me semble, à notre groupe. Tu sais, respect à Kasperi Kapanen puis Vassili Podkolzin, tu sais, des gars comme Jake Wallman puis tout ça. Les Oilers, ça fait combien d'années qu'on va chercher un défenseur, un genre 4e défenseur à date limite des transactions parce qu'on n'est jamais capable de trouver une maudite solution à trouver avec Mathias Telkom qui s'en vient très vieux aussi, soit dit en passant. Oui. Tu sais, pour moi, les similitudes entre le Core 4 à Toronto et ce qui est en train de se faire à Edmonton, il se trace d'elle-même. Puis c'est pire parce qu'à Edmonton, on n'a même pas l'excuse de la COVID qui a barré le plafond salarial. Mais on n'a pas l'excuse de la COVID, mais on peut dire qu'on est allé en finale 2 fois. Ouais, ok, cool. Oui, mais imagine, les fans des Leafs diraient oui en crise de dire que Souler, Austin Matthews et Mitch Marner sont en finale 2 fois. Fair. OK, fair. Puis, écoute, je reviens dernière chose sur les Oilers, là, parce que j'ai leur page Capoeigis à côté, là. Même si tu décides de crisser le feu au navet, OK, là, tout le monde a une clause de non-mouvement. Trent Frederick, bâtard, a une clause de non-mouvement jusqu'en 2029. Chaque fois que je pense que ce contrat-là ne peut pas être payé, il y a comme un nouveau coup de poing qui me sort de nulle part. Ce gars-là là, ne peut pas être échangé sans son consentement jusqu'en 2029. Puis après ça, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a une liste d'équipes auxquelles il peut refuser d'être échangé jusqu'en 2031 à 10. Puis après ça, c'est 20 équipes pour le reste. C'est épouvantable. Je ne comprends pas comment on a pu donner un tel contrat à Trent Frederick qui n'avait même pas été bon en playoff. Est-ce qu'on a donné un contrat de 8 ans pour eux qui n'avait même pas été bon? En fait, c'est le nouveau Milan. Puis Jake Wallman à 7 millions par année pendant 7 ans. Là. Veux-tu même dire aussi qui passe? Là, je gérerais que ça finisse en moi qui pète un pont sur les Oilers pendant 10 minutes. Là. Mais veux-tu même dire toutes ces décisions niaiseuses-là, comment il n'y a personne qui demande la tête de Stan Bowman dans cette organisation-là? Il n'y a personne qui le fait. Là. Puis, oui, mais David, il y a une partie de lui que c'est de sa faute parce que c'est son coach dans le junior qui est là, puis c'est son agent qui est président des opérations hockey. Il y a une partie qui est de sa faute là-dedans. Mais je veux dire, bâtard, on peut-tu l'aider avec ces décisions épouvantables-là? Qui donne 7.7 à Jake Wallman, 7x7 à Jake Wallman, qui était quasiment... il a fallu qu'on paye pour s'en débarrasser à Détroit. On l'a envoyé à San Jose. Il y a eu une saison correcte, tout le monde a viré fou, puis on lui a donné un 7x7. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Non, n'importe quoi. Félix, on va profiter pour pouvoir chier un peu sur les Maple Leafs, OK? Parce que, man, les Maple Leafs ont réussi à faire pire aujourd'hui. On a un poste vacant. L'un des postes les plus importants pour l'une des équipes les plus primées de cette ligue. Et tu vas avec le gars qui, quand il s'est fait sacrer à porte en Arizona, on s'est dit, plus jamais on va reprendre un pari comme ça avec le gars qui va sur les chiffres. Parce que les Maple Leafs ont décidé que, oui, Matt Sundin est là, parfait, ça fait un beau nom associé à l'état-major, mais John Chayka a retrouvé un emploi dans l'un des 3 plus gros marchés de hockey de la Ligue nationale, le gars des statistiques avancées. Le gars, c'est un hipster sur 2 pattes en poste de DG. Messieurs, dois-je vous rappeler, OK? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, OK? Ben, en fait, Monsieur John Chayka, en 2018, il était tellement convaincu parce que c'est tellement le gars qui pense champ gauche, qu'est-ce que personne pense. Quand tu regardes le repêchage 2018, t'as Quinn Hughes qui est disponible, Evan Bouchard, pour toute la maths qu'on lui donne, il était disponible. Toi, Thompson était disponible. T'avais tellement des bons joueurs de... Barrett Hayton a été le joueur. C'est même pas le pire. L'année d'après, il est pire. L'année d'après, il est pire. Messieurs, honnêtement, OK, voici à peu près les choix de repêchage que John Chayka a eu. Clayton Keller, coup de circuit, rien à dire.
Jacob Chikrin, fine, mais il n'est plus chez vous. Barrett Hayton est son 3e joueur repêché qui a le plus de matchs joués dans la Ligue nationale. Après ça, ça va à Kevin Ball, Mathias Machelli, P.O. Joseph, Mackenzie Entwistle, Ty Emberson. Ça, c'est tous les joueurs qui ont joué plus de 100 matchs qui ont été repêchés par John Chayka. Messieurs, une reconstruction, ça passe par le repêchage. Puis quand je dis que ça va être tapé l'année prochaine, juste pour clarifier, là, parce que Barrett était en 2018, en 2019, là, l'année où il y avait encore Matt Boldy et Cole Caulfield sur le board, à ce moment-là, on a pris Victor Soderstrom. Connaissez-vous Victor Soderstrom? Non? Parfait. OK. Honnêtement, petite anecdote, là. Moi, je voulais vraiment un défenseur à Montréal. Moi, c'était mon pick, moi, en 2019, Victor Soderstrom. Moi, j'espérais qu'il glisse à Montréal. Ah, t'es-tu content que Cole Caulfield ait glissé à la place? Hey, moi, je me plains plus, mais je fais juste dire que mea culpa, moi, c'était mon pick, moi, que je voulais comme défenseur à Montréal. Mais, messieurs, Victor Soderstrom, oui, c'est 61 matchs, mais une reconstruction, peu importe ce que les Maple Leafs veulent appeler ça, ça passe par un repêchage. John Chayka a une terrible feuille de route avec le repêchage, mis à part pour Clayton Keller. Puis, mais le rebuild, ça n'existe pas à Toronto. Hein. Tu sais qu'en ce moment, tu sais, Austin Matthews est encore là. Le vrai décideur de ce club-là, c'est le numéro 34 en ce moment. C'est lui qui va décider s'il embarque jusqu'à la fin de son contrat ou il veut décrisser. Va-t-il embarquer jusqu'à la fin de son contrat? Là, ça, c'est celui qui a la réponse. Puis, juste à revenir, j'en parle un peu l'avocat du diable pour Chayka, parce que je pense pas que c'est un excellent DG, puis je pense qu'on s'est un peu fait pogner les culottes baissées parce que le gars qu'on voulait, c'était Sonny Meta avec les Devils de vol. Là, je suis assez confiant que c'était la cible numéro 1 des Leafs, parce qu'on voulait un gars clairement axé sur les stades avancés et tout, puis Meta était pas mal le gars que tout le monde voulait, fait qu'on s'est un peu rabattu sur Chayka, qui en était un autre. Un autre Wonder Kid des stats avancés et tout. Ben, en fait, je vais t'inventer le meilleur slander que j'ai entendu sur John Chayka, c'est Teemu Kaldubis. C'est le meilleur slander que j'ai avec cette affirmation-là. Je suis d'accord avec ça. Puis, écoute, mettons, je me fais un peu l'avocat du diable. Là. Chacun était vraiment pas dans des bonnes conditions en Arizona. C'était vraiment le bordel à ce moment-là. Puis, peut-être que dans une organisation un peu plus sérieuse, j'insiste sur un peu plus sérieuse, ça va aller mieux. Peut-être qu'il racontait, je pense que c'est Steve Simmons qui racontait que Chayka, la plupart des ordinateurs avec lesquels il travaillait, avec les Coyotes, ne fonctionnaient pas. Les ordinateurs n'étaient pas fonctionnels. C'est l'histoire la plus coyote que j'ai entendue de ma vie. Fait que, tu sais, peut-être qu'avec une organisation, on est capable de se payer des ordis. Ça va aider, mais au-delà de ça, je pense que à Toronto, en ce moment, ça va. De plus en plus, là, les propriétaires se font critiquer. Il y a un article de The Athletic qui est sorti en fin de saison. Là, les dépenses de cette équipe-là sont coupées à une vitesse incroyable. On augmente les coûts de tout. Les enfants au début de la glace qui se prenaient avec un drapeau, c'est rendu que ça coûte 1000$ pour ça quand c'était gratuit avant. Puis, il y a mille et une affaires comme ça. Là, puis, c'est un peu le bordel. Il y a une grosse perte de confiance envers les propriétaires à Toronto. Je suis vraiment pas sûr que John Chayka est le gars qui va régler ça. Puis c'est drôle parce que la dernière embauche de DG, Brad Treliving, était comme un peu complètement à l'opposé. C'était comme le John Chayka, mais à l'autre bord des stats avancés. On est allé avec un DG d'expérience qui est un gars là, qui a montré que du grit, puis des équipes solides, ça fonctionne. Puis, mais un peu comme Chayka, ça n'a jamais vraiment donné grand-chose sur les Vince qu'il a fait. Il était un peu connu comme étant le gars qui a botché le dossier Matthew Tkachuk, qui a pas botché, là, c'est pas il a quand même ramassé quelque chose de pas pour ça, mais tu sais, Johnny Gaudreau à l'époque, il n'a pas été en mesure de l'échanger pour capitaliser sur sa valeur. Tu sais, les équipes de Treliving à Calgary n'étaient pas incroyables non plus. On a eu quelques bonnes années, mais c'était rien complètement fou. J'ai l'impression qu'on prend le Brad Treliving, mais qui est mieux habillé et qui capote ses stades avancés. Puis juste en plus jeune. C'est pas une embauche qui m'excite si je suis un fan des Maple Leafs. Pas du tout, même pas un peu. Mon gars, on peut pas, personne peut l'être. Puis allez voir le Reddit des Maple Leafs. Je pense qu'une question, c'est à quel point est-ce que l'embauche de John Chayka est terrible. Je veux dire, je peux pas comprendre. Je sais pas. Mais en même temps, c'est ça, il n'y avait plus de gros noms sur le marché.
Fait que tu prenais. C'est ça, on voulait, je suis convaincu qu'on voulait Sonny Meta, puis on s'est fait pogner les culottes baissées. Je suis convaincu de ça. Ben, tu sais, considérant que c'est ça, tu te retrouves avec finalement l'autre gars des stats avancées, mais celui que, bon, finalement, ça n'a pas trop prouvé grand-chose là-bas. Mettons que tu en avais voulu un, là, puis dernier point là-dessus, là, Mike Gillis est un candidat au poste de DG des Leafs depuis à peu près 15 ans, est un gars qui a un profil beaucoup plus intéressant. Pourquoi on n'est pas juste allé avec le gars qui, depuis 15 ans, tout le monde le voit là, puis il va pas, puis, tu sais, Chaika, ça avait fini tout croche. Il ne faut pas oublier, ça avait vraiment fini tout croche, cette histoire-là. Si je ne me trompe pas, c'est qu'il avait voulu passer une entrevue avec les Devils. Les Coyotes avaient dit non. Puis, juste avant les séries, by the way. C'est ça, puis il s'était comme mis à babouner un peu à ce moment-là, puis il était parti comme un an après. La fin de son parcours est extrêmement nébuleuse, puis personne n'en parle trop de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça avait vraiment fini tout croche aussi pour Chaika en Arizona. Puis encore une fois, là, j'insiste, je le blâme pas complètement parce que cette organisation-là était dysfonctionnelle de chez dysfonctionnelle à ce moment-là. Mais il y a quand même certains trucs qui m'inquiètent, puis man, ça m'excite pas. Ça m'excite vraiment, mais vraiment pas. Même pas. Si jamais vous voulez savoir, Félix n'est vraiment pas excité par l'embauche. Vraiment pas. Vraiment pas. De John Chaika, messieurs, avant de passer à autre chose, ben vous autres à la maison, vous écoutez le show, puis vous aimez ça, ben allons donc mettre un beau petit 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ça, hein, que ce soit Apple Podcast ou encore Spotify. Ça nous aide un peu avec l'algorithme. Puis, vous savez quoi? Ça permet d'avoir une plus grande gang ici. Ben, tant mieux. Ça sera. Messieurs, quelle première ronde qu'on vient de connaître au basket. Puis, en fait, je vais faire du pouce là-dessus. Je pense que c'est la première ronde la plus chaotique, la plus bizarre qu'on a eue dans l'histoire de ce sport-là. Juste pour vous donner une petite idée. Les Celtics de Boston, vous vous rappelez des Celtics de Boston? Tu sais, les Celtics de Boston qui n'ont pas eu un début de saison incroyable. Mais vous savez quoi? Avec l'émergence de Jaylen Brown comme la première option de cette équipe-là, ils vont se chercher la deuxième tête de série dans la conférence. Jason Tatum revient, puis on se dit, crime, ils vont peut-être fuck around puis s'arranger pour manger un autre championnat. Wrong! Ils ont perdu contre les 76ers, même s'ils venaient 3-1. C'est aussi terrible que ça. Les Hawks qui se font battre par 50 points dans leur match éliminatoire contre les Knicks. Le Magic qui mène 3-1 contre les Pistons. Première tête de série dans l'Est, soit dit en passant. Et lors du match numéro 6, ils gagnaient par une vingtaine de points. Ah ben, ils ont choqué aussi. Les Cavaliers, ça a tout pris dans une série qui a Donovan Mitchell, James Harden, Jared Allen, tout ça finalement. C'est Scottie Barnes qui est le meilleur joueur de cette série-là et de loin. Puis ça a pris 7 matchs pour battre finalement des Raptors que la seule constance, c'était l'inconstance. Écoute, je vais excuser un peu les Cavs. Il y a eu un peu l'intervention du destin dans le match numéro 6 là, comme pour les Raptors. Mais bon, I digress. Quand même. Le Thunder, eux autres, ils font leurs affaires. Tu vois, c'est la seule série qui a été normale. Nuggets Timberwolves, on va en reparler, bien sûr. Puis les Rockets, man, j'ai chié sur les Rockets tout le long de cette série-là, puis ils ont réussi à faire pire que tout ça, les Rockets. Messieurs, les Rockets avaient, à la demi, ils avaient 31 points dans leur match qui se font éliminer. 31 points dans la NBA de 2026. Là. On n'est pas en 2003. Là, ils se sont fait marquer 79 points puis gagner. Là. Ils se sont fait clamped par un dude de 41 ans, Rui Hachimura, DeAndre Ayton dans leur match éliminatoire. 78 points. Mais les boys, c'est ça un peu que j'aime vous rappeler aussi. Parce que, surtout dans l'Est, OK? Puis je veux surtout mettre l'emphase sur l'Est là-dessus dans ce statement-là. Puis laissez faire l'Ouest parce que c'est un petit peu plus normal, mais les boys, quand des équipes vraiment mid s'affrontent l'une contre l'autre, là, le facteur chaos là, peut émerger des games absolument incroyables. Puis Félix, je te regarde précisément parce que toi, tu as martelé, et avec raison aussi, que l'Est est complètement désastreuse, à part peut-être 2, peut-être si je suis gentil, 3 équipes au grand total dans cette conférence-là. Mais tout le reste, là, tu sais, des équipes comme le Magic, le Hawks, les Hornets, tout ça, quand ça s'affronte, là,
Tu sais, les défauts ressortent, ça fait en sorte que le facteur KO augmente. Puis, il faut quand même aussi pas oublier une chose. Dans cette NBA 2026, où ce que tout passe ou tout meurt par l'efficacité aux 3 points pour gagner des matchs, s'il y a une équipe qui est cold pour X, Y, Z raison durant une soirée, là, même des équipes comme les Celtics, les Pistons, tout ça, tu sais, ça peut arriver un soir de même où il y a du 3 points, on est complètement frais puis ça marche pas. Ben déjà là, on se rend compte qu'une soirée off, puis c'est vite arrivé que l'adversaire peut en tirer profit, là. Hey, mon Dieu, ben, parlons-en donc de ces maudits Celtics qui, eux autres, ça s'est pas donné. Hey, en ce moment-là, dans l'Est, je pense que c'était Félix qui avait dit ça il y a une couple de semaines sur ce show-là, mais y a-t-il une équipe qui veut spawner les 76ers en ce moment dans l'Est? Je me souviens plus. Honnêtement, je sais que c'est pas moi. Ça, je sais que c'est pas moi qui a dit ça. Fait que je pourrais pas dire qui officiellement avait dit ça. Mais en tout cas, c'est pas encore tout réglé. Mais pour moi, le legacy de Joel Embiid, c'est un peu réécrit de manière positive. Je sais pas jusqu'à combien on peut sauver ça, mais pour moi, le legacy de Joel Embiid, c'est un peu amélioré avec cette remontée-là. Ce gars-là a manqué toute l'année. Puis on se rappelle, Joel Embiid, c'est pas sa première blessure sérieuse aussi, là. On le voyait des soirs jouer. On voyait des soirs jouer, puis t'étais littéralement, là, tu avais mal de voir que Joel Embiid était rendu un joueur à ce niveau-là à cause des blessures. Manque le tournoi du play-in à cause d'un appendicite. Et ce gars-là arrive en pleine série, revient, c'est match 4, je pense. Il manque les 4 premiers matchs de la série. Revient au jeu. 26-30. Des 26, des 30 points. Bat les Celtics de Boston qui, là, je m'excuse aux fans des Pistons ici, mais dans un monde où ce que Jason Tatum joue toute l'année, vous n'êtes pas premier seed dans l'Est. Vous êtes deuxième, mais vous n'êtes pas premier. Vous êtes exactement où vous êtes au final. Parlons de Tatum d'ailleurs aussi, Jason Tatum qui a manqué, c'est le dernier match. Est-ce qu'il avait manqué le 6e aussi? Il avait manqué les 2 derniers matchs. Et juste le 7e. Okay. Mais le 6e, il y avait comme des doutes sur son état de santé, puis c'est au 7e qu'il l'avait manqué. Écoute, je pense que c'était la bonne décision pour faire jouer Jason Tatum dans ce match-là, parce que, bon, on le savait blessé et tout, mais c'est fou comment, tu sais, Boston, on a longtemps parlé de leur profondeur, de toute cette rotation-là qui était solide, puis on s'est ramassé avec Luka Garza comme starter dans un match. Ron Harper a été starter dans un match 7 dans le Big 26. Je suis Luka Garza, légende, et j'insiste, légende des Timberwolves. Avec les Timberwolves, quand Luka Garza... Légende de l'université Iowa State aussi. Aussi, mais quand Luka Garza venait jouer... Iowa, c'était juste Iowa. Quand Luka Garza venait jouer dans les matchs des Timberwolves, là, c'est quand il y avait une des deux équipes qui avait une avance d'à peu près 35 points. Avant ça, il ne faisait pas confiance pour venir jouer. Fait que c'est pas normal que ce gars-là se retrouve à être un partant dans un match éliminatoire. Puis, écoute, Jaylen Brown aurait peut-être pu donner une chance aux Celtics dans ce match-là. Il y a eu un mauvais match, ça arrive. Puis, d'ailleurs, gardez-le loin des caméras et des micros. Là, depuis 24 heures, il est inarrêtable, puis il fait juste se mettre le pied dans la bouche. Là, empêchez-le de parler. Puis, man, on avait... C'est décevant pour les Celtics que la saison finisse comme ça. Moi, c'est ce que je retiens. Puis, dans une année où est-ce qu'on a un peu défié les pronostics, puis on s'est ramassé deuxième tête de série avec Jason Tatum qui a manqué une grosse partie de la saison, on se retrouve avec une élimination pas très chic contre les 76ers en première ronde. Écoute, ils vont revenir, ils vont encore être là, mais tu sais, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour Derek White en particulier. Ce gars-là a eu des séries épouvantables. Mais je sais pas, je suis curieux de voir comment les Celtics vont rebondir. Mais c'est décevant dans une année où est-ce qu'on joue un peu avec de l'argent de la maison. Là, on n'était pas supposé être là, on s'est ramassé 2 semaines de série un peu par accident. Puis on se retrouve à sortir en première ronde contre les 76ers qui n'avaient pas de Joel Embiid pour une bonne partie de la série. C'est décevant. C'est décevant. Puis, mais les fans de Boston en ce moment-là, venez ici, là. C'est un safe space ici, là. Venez nous parler, là. Parce que là,
vous venez de voir les Celtics se faire comeback 1-3 contre les 76ers. Là. Tu sais, tu m'aurais dit n'importe quelle autre équipe, il a fallu que ce soit les 76ers en plus. Boston, les Bruins, qui ont joué 3 matchs à domicile dans les séries contre les Sabres de Buffalo. Le score combiné, c'est 13-3 dans ces 3 matchs-là pour les Sabres. Les Red Sox de Boston, je ne veux pas en parler. 13-21 et les Vibes sont en all-time low en ce moment. Et il y a les Pats puis Mike Vrabel. Ah, mais non, ça va super bien, les Pats. Ils sont venus au Super Bowl. Drake May était finaliste au MVP. Il n'y a rien de négatif avec les Pats. Je peux pas croire que tu vas me sortir quelque chose de négatif sur les Pats en ce moment. Disons que Mio a parlé d'objectivité journalistique tantôt. Ce sera tout. Il peut pas possiblement avoir quelque chose qui va pas bien avec les Pats. Je veux dire, on vient d'aller au Super Bowl, on a un jeune carrière de français. Écoute, c'est pas comme si on s'était fait clap au Super Bowl non plus par les Seahawks, là. Il y a eu beaucoup. Non. Je t'en parle pas de ça. Et dans les dernières semaines, il y a eu énormément de manquements à la déontologie journalistique. C'est tout ce que j'ai à dire aussi. Dernière semaine, je dirais dernières années même. Derniers mois. En tout cas, on a révélé dans les dernières semaines. D'ailleurs, ça parle d'un enfant qui porte le. En tout cas, quand c'est. Puis d'une playlist Spotify partagée avec Mike. La playlist qui a été partagée après 4 défaites de suite, et je m'en souviens parce que les stats de 2022 en deuxième moitié de saison, c'était un feu de poubelle. Et je vous confirme que la playlist n'a rien changé. Elle n'a absolument rien changé. Les défaites vont continuer de se suivre et de se ressembler dans les semaines suivantes. Messieurs, continuons avec les choses sérieuses. Félix, yes. Mea culpa, félicitations. Les Timberwolves ont effectivement, puis ça, by the way, c'est un terrible look pour les Nuggets qui n'ont pas réussi. Est-ce que Félix, est-ce que je peux officiellement m'excuser pour les Timberwolves? Non, mais pensez-y. Anthony Edwards qui a pas de genou, fait qu'il n'a pas joué. Dante DiVincenzo son tendon d'Achille est inexistant, mais il n'a pas joué non plus. Fait que c'est un autre régulier. Cal Anderson, bon, OK, on ne va pas vanter Cal Anderson comme étant au même statut que les autres joueurs, mais Krim, il a joué un bon. Il a joué un bon bout avec les Timberwolves avant de revenir cette saison. Ouais. Il n'était pas là non plus. Bah, tu te dis, parfait, c'est sur un Ayo de Sumo qui a été une révélation après les blessures des autres. Ayo de Sumo qui se blesse aussi. Mais messieurs, j'accepte vos excuses parce que vous n'étiez juste pas familier avec la légende de Jaden McDaniels, l'homme le plus gangster de la planète Terre en ce moment. Ce gars-là, après 2 matchs, a fait... Les gars, les Nuggets, là, il y en a pas un qui se défend. Lui, Jokic, il sait pas défendre. Murray, il sait pas défendre. Christian Brown, il est nommé par leur nom complet. Ce gars-là, il sait pas défendre. Et qu'est-ce qu'il a fait après ça, Jaden McDaniels? Il a été exceptionnel dans cette série-là. Jaden McDaniels, c'est peut-être un peu gros ce que je vais dire, là, mais puis Jaden McDaniels est encore jeune. Ça fait une couple d'années qu'il est là, mais il est encore jeune. Là. C'est pas Kawhi Leonard, mais c'est pas loin. Ce gars-là est capable de marquer 30... Parce qu'Anthony Edwards, on n'en parle pas, il est comme un peu dans l'ombre d'Anthony Edwards, là. Mais ce gars-là peut te marquer 30 points, on l'a vu. Ce gars-là peut te marquer 30 points tout en étant le meilleur joueur défensif sur le terrain. Sur un terrain où il y a aussi Rudy Gobert, multiples fois joueur défensif de l'année. Et souvent où il y a Anthony Edwards, joueur défensif de l'année sur un triple menace cette année. Fait que, tu sais, je veux dire, Jaden McDaniels est une révélation dans cette série-là. Puis je pense que ceux qui ne le connaissaient pas avant le début de la série, maintenant le connaissent très, très bien. Surtout à Denver, où je pense que Jaden McDaniels a réussi à s'installer sans payer de loyer dans la tête de tous les fans des Nuggets et surtout des membres de l'organisation des Nuggets. Quelle série pour Jaden McDaniels. Terrence Shannon Jr. aussi, un jeune qui a réussi à émerger. On le savait bon, mais de le voir émerger dans cette série-là, ça a été vraiment cool. Et là, maintenant, on a la chance d'aller affronter les Spurs. Et rappelons que Dante DiVincenzo ne sera pas de retour. Cette saison est terminée. Et probablement la prochaine saison aussi, le tendon d'Achille qui est complètement déchiré. Anthony Edwards est un cas incertain, mais le grand malade essaye quand même de jouer le match numéro 1 de cette série-là, même si personne ne le voyait revenir avant au moins le match 3 de la série. Ça, c'était extrêmement optimiste. Ayo Dosunmu, on ne sait pas s'il va être là non plus. Donc, les Timberwolves, c'était cool. J'ai Wolves en 6,
j'ai gardé ça et j'ai été honnêtement, j'ai été un petit peu chanceux. Là. Quand tout le monde s'est mis à se blesser, je me trouve, c'est ça. Oh non, moi, Si, moi, gagne, j'étais- ça moi, va être un petit j'étais- miracle. moi, j'étais prêt là, pour le pod d'aujourd'hui, là, puis de dire, là, OK, j'aurais pas fait un victory lap parce que on se comprend, là, les blessures. Ouais, écoute, hein, tout le monde de blessé. Mais j'aurais dit, bro, le trash talking, le karma, ça existe pour une raison. Hein. Fait que, Mais oui. je l'aurais ouais. mis là-dessus, mais maintenant, je peux dire que je m'excuse. Ben oui, mais là, J'ai sleeve sur les Je Timberwolves. reconnais. mais, tu sais, Mais maintenant messieurs, que c'est dit, messieurs, je vais messieurs, sleeve sur les Timberwolves. Ouais. contre les Spurs. messieurs, parce que, messieurs, cette deuxième ronde dans l'Ouest, tu sais, dans l'Est, tu sais, peut-être deux séries qui vont se rendre en 7, hein? Sixers, Knicks, puis Cavaliers, Pistons. Dans l'Ouest, on va peut-être avoir deux balayages, hein? Oh non, là, Les- j'irai pas jusqu'à ce point-là. Là. Les Tu sais, Lakers si mettons, vont Anthony jouer contre Edwards les joue- champions. Pop. Oui. Les Lakers joueront contre le Thunder et les Timberwolves, qui, je tiens à rappeler, au pire, Anthony Edwards, il joue à 40% de sa santé optimale. Pas de Dante DiVincenzo. Tu joues contre les Spurs. Attends, Qu'est-ce- non. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux Yo. faire? Premièrement, la série OKC Lakers, tu t'es foutu de ma gueule parce que j'avais dit que LeBron James ne serait pas un X-Factor puis sortirait le Hey, le mon gars, prime mon gars, LeBron mon gars, James c'est les contre les champions. Rockets, Ce et sont j'ai eu les raison, champions. et j'ai eu- Ce sont les champions en titre là, qu'on parle là. Ouais, je C'est sais. des je gars qui, sais. à un certain point de la saison, ont menacé de battre le record de 73 victoires des Warriors. Hein. Je sais. Mais honnêtement, là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que, mec, on s'en reparle dans 1 ou 2 semaines, mettons, qu'on regarde les pointages des matchs entre Minnesota et San Antonio, puis qu'on fasse la moyenne de tout ça. D'après moi, là, je serais même pas surpris que, en moyenne, chaque équipe marque même pas 100 points par rencontre. Oh, ça va être du basketball tellement laid. J'y vais de ma prédiction. Tu me demandes ma prédiction rationnelle, Spurs en 5. Sérieusement, j'adore les Timberwolves. S'il en gagne un, je vais être extrêmement impressionné par cette équipe-là. Si tu veux ma prédiction qui vient du fond du cœur, celle que je crois jusqu'à la fin, là, ils ont Victor Wembanyama, mais nous avons Jalen McDaniels, Wolves en 7. C'est dit. Mais juste la confrontation Rudy Gobert-Victor Wembanyama, là. Ça, j'adore. Pour Ça, les vrais puristes là, de vrai basketball, là, ça va être du bonbon. Ça va être plaisant, mais j'envoie ma bénédiction à Rudy Gobert parce que. Ben, je veux dire, on disait ça de son match-up contre Jokic, et qu'est-ce que ça a donné? Je veux dire, Rudy Gobert, cet homme est victime de flagellation sur ce podcast sans arrêt. Là. Rudy Gobert, dans cette première ronde-là, a été phénoménal. Pour elle, il a été phénoménal. Je vais lui donner, il a bien géré Nikola Jokic. Mais là, Wembanyama est une autre paire de manches. eh ben, tu sais, le visage de cette ligue hein, pour les prochaines années, c'est pas grand-chose. Unanimous joueur défensif de l'année. Unanimous! Ce qui est ridicule d'ailleurs, qu'il l'ait gagné, non, mais que Rudy Gobert n'est pas dans le top 3, est encore complètement ridicule. Hey. C'est ridicule. Non, c'est ridicule. Regarde, un match de Timberwolves sans Rudy Gobert, c'est. Mais de toute façon, Félix, personne ne s'en fout de ton marché. Tout le monde s'en fout de ton marché, anyway. C'est vrai. Très bon point. Non, mais écoute, réalistement, je pense que les Wolves vont trouver le moyen d'en voler une, probablement une à Minnesota, mais moi, ce que je trouve vraiment plate, c'est qu'on ne saura jamais ce que cette série-là aurait donné si les Timberwolves étaient à 100% de leur force. Je veux dire, si Anthony Edwards était là pour vrai, si Ayo DeSumo était là pour vrai, si Dante DiVincenzo, ce gars-là est un facteur monstre. Puis je veux dire, oui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup utilisé le jouer pour Dante dans le match numéro 6. Tu sais, tous les gars qui sont arrivés avec leur maillot de DiVincenzo à l'Arena et tout. Puis, mais il y a quand même une certaine limite à ce que ça peut faire. Là, ça ne fera pas des miracles pendant une série de temps. Puis je pense que, tu sais, contrairement aux Spurs, on est déjà un peu entré dans la tête des Nuggets au début de cette série-là, quand Jalen McDaniels, je le répète, a nommé tous les joueurs des Nuggets un après un en disant qu'ils étaient des mauvais joueurs défensifs. Et il a backé, je sais sur le terrain. C'est un des mots les plus gangsters que j'ai vu un joueur faire de toute ma vie. Mais je pense qu'on va juste manquer de force de frappe. J'aimerais y croire, mais man, les Spurs sont forts. Les Spurs, c'est une autre paire de manches par rapport aux Nuggets. Puis, ils sont forts. Ils sont forts. Messieurs, je veux terminer un dernier point avec le baseball.
Parce que Félix, on va parler aujourd'hui en mal de tes Yankees. Non, mais en réalité, arrivons-nous à la fin finalement? Est-ce la fin? Est-ce que Anthony Volpe va être finalement libéré du marché de New York? Est-ce que finalement, ce gars-là, puis moi je lui souhaite tellement, by the way, sur une note personnelle, je lui souhaite tellement qu'il sorte de New York parce que ça va pas. C'est le cas de Volpe est particulier parce que on l'a vanté comme étant le petit gars natif du Bronx, comme étant le gars qui a grandi en admirant Derek Jeter. Comme étant de descendance italienne en plus. Là. Le gars là, qui allait éventuellement succéder à Jeter, qui allait régler les problèmes à l'arrêt-court. On a laissé passer plusieurs énormes gros noms à l'arrêt-court sur le marché, et Corey Seager en particulier, qui est un nom qui est nommé Corey Seager, une couple de fans des Yankees, regardez leur réaction. Puis écoute, on a misé tellement gros sur Anthony Volpe. Et là, tu sais, première saison intéressante, puis depuis ce temps-là, correct, mais jamais vraiment exceptionnel. C'est toujours en train de chercher un petit peu. Puis là, écoute, l'an passé, je joue avec un labrum déchiré dans l'épaule. Essaye de jouer quand même, une shot de cortisone pour essayer de régler le problème. Ça va pas vraiment. A quelques petits moments, mais de manière générale, c'est assez difficile. Et là, pendant la saison morte, tu te fais opérer pour régler son problème à l'épaule. On sait qu'il va manquer quelques semaines en début de saison. Et là, on l'envoie dans les mineurs pour un séjour de réhabilitation. Sauf que là, le temps commence à passer et on réalise que les Yankees doivent l'activer d'ici dimanche soir, donc aujourd'hui, d'ici ce soir, pour le ramener dans les majeurs, sans quoi on doit l'envoyer dans les mineurs. Et les Yankees ont décidé de ne pas l'activer, on le laisse dans les mineurs en dehors de son séjour de réhabilitation. Il est rendu un joueur des mineurs à temps plein. Et je pense que ça va être la fin pour Anthony Volpe à New York. José Caballero, qu'on a obtenu l'année passée, est en train de faire du très, très bon travail. Et on est déjà en train de faire un Volpe 2.0 avec George Lombard Jr., qui est le meilleur espoir de l'organisation, qui est déjà vu par plusieurs comme étant le futur de l'organisation, soit à l'arrêt-court, soit au troisième but, qui monte les rangs extrêmement rapidement. Bon, si vous voulez mon feeling, j'ai l'impression que ce gars-là va juste faire exactement comme Volpe. Je pense pas que c'est un point qui est vraiment supérieur à ce qu'était Volpe à l'époque. Mais je pense que pour le bien de tout le monde, là, peut-être qu'un petit changement d'air, ça ferait du bien. Volpe était un peu devenu la victime de toutes les attaques des fans des Yankees quand ça allait pas bien avec l'équipe. Et je pense que pour tout le monde, on serait peut-être mieux de tourner la page, de voir si Volpe pourrait pas relancer sa carrière ailleurs. Et pour les Yankees, se commettre à Caballero, qui fait vraiment du bon travail quand même en attendant l'arrivée de George Lombard Jr. ou d'un autre joueur qui pourrait jouer à la réponse. Je vais tellement m'ennuyer de Anthony Volpe 6. Comme fan. Explique. Quoique, dans ses derniers matchs avec les Yankees, potentiellement, il a quand même frappé un circuit au match 1 contre Garrett Crochet au Yankee Stadium. C'est vrai. Puis, écoute, tu parlais de Volpe 6, comme quoi il faisait beaucoup d'erreurs à l'arrêt-court. La pire chose, je pense, qui est arrivée à Anthony Volpe, c'est de gagner un Gardoré à l'arrêt-court à sa première saison, parce qu'objectivement, ce gars-là n'est pas un joueur d'arrêt-court. Ce gars-là, c'est un gars de deuxième but. Je pense que tu le vois assez clairement. Là, je veux dire, on l'a gardé à l'arrêt-court parce qu'on l'avait vanté comme le successeur de Jeter, le gars qui a grandi en adorant Jeter, là, mais ce gars-là est un fit tellement plus naturel au deuxième but. Puis quand il a gagné ce Gandoré-là, on a comme été obligé de se commettre à le garder à l'arrêt-court. Puis je pense que ça a été le début de la fin, malheureusement. Je peux te dire juste une chose aussi? Tu crois? Sais-tu aussi qui était pas capable de jouer au shortstop chez les Yankees de New York? Derek Jeter! Non, j'écoute pas. C'est faux. Si on veut pousser les comparatifs vraiment plus loin. Je ne veux pas. Si on veut pousser les comparatifs encore plus loin, Derek Jeter aurait jamais dû gagner autant de Gandoré. Il aurait jamais dû jouer aurait dû jouer au troisième but et laisser le vrai arrêt-court de franchise de l'équipe à Alex Rodriguez, ton propriétaire d'équipe. J'écoute pas. Jouer au champ. Mais on peut respecter Derek Jeter, mais c'est ça. J'écoute pas. Tu sais que tu peux juste partir, hein? Tu n'es pas obligé de me muter, tu peux juste partir. J'y pense. Continue à parler, puis si Mew m'est pas fait un show là rapidement, je pense que je vais quitter. Mio, my God. Félix, je fais juste te rappeler, c'est moi qui fais le montage ici. Hein? Fait que c'est moi qui ai les pouvoirs. Du gros travail de montage à enlever presque 1h30 de Félix.
Quel dommage. Tough, hein? Quel dommage. Hey, mesdames et messieurs, avant qu'on passe à autre chose, là, ben, tu sais, vous êtes presque 1500 sur Facebook. Puis c'est pas déjà On l'a fait. dépassé aujourd'hui. C'est dépassé aujourd'hui. Ouais. Arrête. Ferme la porte avant. Ouais, je te jure. Amenons ça à 2000 d'abord. Ouh. Ouh. Ben, vous savez quoi? Pour faire ça, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à notre page Facebook où, petite publication, petite question. Quand ça parle canadien, vous êtes là. Puis on aime ça. Ça bloque bien du temps de show que de parler canadien. Puis on aime ça surtout, vous savez quoi? Avec ce qu'on a eu dans les séries éliminatoires. D'ailleurs, parlons donc séries éliminatoires et tout ce qui en découle. Parce qu'on a notre quiz du joueur de la semaine qu'on avait pour vous. Cette semaine, on avait un joueur dont l'équipe actuelle est le Lightning de Tampa Bay, âgé de 26 ans, et termine avec 6 buts en 7 matchs dans ces séries éliminatoires. Félix Forget, de qui parle-t-on? Je vais donner quand même le demi-point. Parmi les réponses, on a Producer Lee qui nous a répondu avec en réponse à ce graphique-là, devine le joueur, il a répondu mange-marde. Et je tiens à donner demi-point pour ça parce que j'ai l'impression que c'est fait appeler comme ça par plusieurs gens au Québec. Fait que j'accepte la réponse. On parle ici de Brandon Bagel avec le Lightning qui a connu toute une série. Vraiment, là, s'il y en a un du côté du Lightning qui peut se donner une bonne tape sur l'épaule pour cette série-là, même malgré la défaite, là, il était partout, il était fatigant, puis il a marqué des gros buts. Le match numéro 6, d'ailleurs, là, Brandon Hagel, qui a été pas juste l'attaquant, qui a été le patineur le plus utilisé du côté du Lightning. Il a joué quasiment 30 minutes dans un match qui était en milieu de première prolongation, fait que 70 minutes. A joué quasiment 30 d'entre elles. Quel joueur exceptionnel. Puis, tu sais, ce gars-là, pendant un petit moment, pendant cette série-là, a été le meilleur joueur de la Ligue. A été le meilleur joueur actif dans cette série-là, le meilleur joueur de la première ronde. Je pense que dommage, j'ai donné un bon cas quand même avec la fin, là, mais je pense que c'est difficile d'ignorer ce que Brandon Hagel a fait du côté de... Surtout dans les 4 premiers matchs. 5, 6, 7, on a vu son apport, du moins son apport offensif diminuer un peu malgré tout ça. Je pense mais quand même, il jouait des grosses minutes, puis il a fait partie du trio d'Anthony Cirelli qui a donné toutes les misères du monde à Cole Caulfield et à Nick Suzuki à 5 contre 5. Fait que vraiment, ce gars-là peut se mériter une bonne petite tape sur l'épaule. C'est pas de ta faute, Brandon, si le Lightning ne peut pas rivaliser avec le pouvoir de l'amitié du Canadien et les talents de joueurs de baseball d'Alex. Par ailleurs, faut quand même pas oublier, légende du camp de développement des recrues du Canadien de Montréal, Brandon Hagel. Ça, pour vrai, là, avant le... Je pense, avant le match numéro 4, là, j'avais complètement oublié que Brandon Hagel avait déjà été au camp des recrues du Canadien. Alors moi, je m'en étais rappelé l'année passée. En fait, j'avais reçu ça sortir l'année passée quand il avait été nommé sur l'équipe canadienne pour la confrontation des 4 nations. Puis là, je veux dire, quand les Olympiques sont revenus, quand les Olympiques sont arrivés, pardon, je m'en suis rappelé encore une fois. Je suis comme, c'est vrai, ce gars-là, il a déjà été à un certain point un membre-ish des Canadiens. Puis là, Mathias Brunet, à la presse, qui avait sorti une chronique qui parlait justement de la fois que Brandon Hagel était un membre des Canadiens. C'est... Un membre du Canadien de Montréal et jamais repêché dans la Ligue junior de l'Ouest, soit dit en passant aussi. Hein? Effectivement, toute une histoire. Puis écoute, juste avant qu'on close le show, on est en train d'enregistrer le match entre le Wild et l'Avalanche est en 3e période. Oh my God! Oh my God! Je sais pas si vous avez suivi ce match-là. L'Avalanche mène actuellement 7-5 dans ce fou match-là. Oh my God! Puis, si je ne m'abuse, les 2 gardiens partants sont encore... Oui, c'est encore Scott Wedgwood puis Jesper Wallstedt. Fait que si vous n'avez pas été rassasié de buts avec les 2 derniers matchs de Canadien Lightning, tapez-vous ce match-là depuis le début. Je pense que vous allez trouver votre compte. Si vous êtes des friands de matchs offensifs, puis vous n'avez pas été servi par le Canadien Lightning, il y en a eu du but dans ce match-là. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a aucun gars qui a plus... Il y a Devin Taves à 3 points, puis sinon, tout le monde a 2 points ou 1 point. Il n'y a pas un gars qui a comme 5 buts là-dedans. Là. C'est tout le monde, de partout, ça marque. Fait que c'est un match extrêmement offensif pour débuter cette série-là qui est peut-être ma série de 2e tour préférée. Je veux dire, je suis évidemment Canadien Buffalo d'un œil très attentif, mais Avalanche Minnesota, là, c'est... On parlait comme quoi Montréal, Tampa était peut-être la finale de l'Est avant le temps. Le Wild contre l'Avalanche, c'est peut-être la finale de la Coupe
avant le temps. Je fais juste rappeler, je check justement le box score et tout ça. Il y a 4 défenseurs différents du Colorado qui ont scoré. Ouais. Ah, c'est complètement fou. Nick Blankenberg et Sam Malinski ont scoré dans le même match pour l'Avalanche du Colorado, puis ils mènent par 2 buts seulement en 3e période. Ouais, ouais. C'est ouais. Messieurs, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Ben, très bonne question. D'ailleurs, mis à part Wild Avalanche... Viens-tu de t'auto-féliciter pour ta question? Non, j'ai dit messieurs, parlant de... Ah, j'ai compris. Messieurs, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Tu as répondu très bonne question. C'est ce que j'ai compris. Tu venais de te féliciter pour ta question. Ouais, je vais de gaslight. C'est sûrement, écoute, il se fait tard. Hein, c'est l'heure d'aller se coucher. Il y en a qui ont des grosses semaines quand même. Hein. D'ailleurs, c'est ça. Donc, alors que, on parle que Wild Avalanche, ça commence. Flyers, Hurricanes, c'est déjà commencé. D'ailleurs, Félix, pour la prédiction Flyers, t'es sûr que tu veux pas revoir ça? Non, en 7. Flyers en 7. Tu dis Flyers en 7 ou les Flyers vont marquer un total de 7 buts dans cette série-là? Flyers en 7. Ben d'ailleurs, ils ont une chance de se reprendre en ce... Ben là, en fait... publication, ça va être rendu lundi. Hein? Fait que lundi soir, toujours en Caroline. Mais aussi le début de la série Ducks, Golden Knights. Canadiens, ben justement, ça va commencer mercredi soir à Buffalo parce que le Canadien n'aura pas l'avantage de la glace pour le restant de ses séries. Pas mal, je dirais. Fait qu'il n'aura pas l'avantage de la série contre l'avantage de la glace, contre Buffalo. Donc, premier match mercredi, puis deuxième match vendredi parce que les crises de match le vendredi, là, pour de vrai. Là, oui, parce que ça... Check qui gagne le troisième. Check qui gagne le troisième, Mio. Check qui gagne le troisième. Dimanche. Pour une 3e semaine consécutive, on va devoir... Quatrième semaine consécutive. Match 1, match 4, match 7. Ah, c'est vrai. Ah, mais, par exemple, si la série se poursuit jusqu'en 6, on va avoir un match le samedi. Oui. Cole Caulfield va faire 4 buts cette game-là. Là. Si Cole Caulfield n'est pas restarté dans cette série-là contre Buffalo, si cette série-là sera en 6, ce gars-là va exploser avec 4 goals dans le match numéro 6. Au Centre Bell. Ça va être malade. Je suis plus capable, man. Par ailleurs, dernière question rapidement. Vos prédictions, mais qu'on s'en parle la semaine prochaine, ça va être quoi? J'aimerais dire... Ouais, mais qu'on s'en parle la semaine prochaine, la série va être rendue où? Ça va être Buffalo 2-1. J'aimerais dire Buffalo 2-1 aussi. Tu changes de réponse, je l'ai dit. Ben, OK. 1-2 Canadien. Oh! Fait que là, t'es en train de me dire que j'ai le choix de prendre 3-0 pour l'une des deux équipes, là? Ouais. Non, t'as pas compris, Pop. J'ai dit 1-2 Canadien. Oui, mais ça fait en sorte que je peux pas dire 2-1 Montréal non plus. Oui, tu faisais 2-1 Montréal. OK, c'est 2-1 Montréal. J'ai dit 1-2 Canadien. Ah, OK. J'avais compris 1-2 Buffalo. Mais c'est quoi, fuck it? 3-0. Ça va être 3-0 Montréal, mais qu'on s'en parle la semaine prochaine. Hey, j'apprécie tellement ton enthousiasme et ta fervence. Mais là, je viens de reverse jinx tout le monde, là. Ça va pas bien, là. Écoute, on verra rendu là. Hein. On va let's go. We'll cross that bridge when we get to it. Hein? C'est ce qu'ils disent dans la fameuse langue shakespearienne. Ben, écoutez, messieurs, ce fut plaisant. Ce fut plaisant. Puis même vous à la maison, encore une fois, ben, vous savez quoi, c'est pas déjà fait. Hey, tu sais, on a parlé de donner un petit 5 étoiles. Ben là, prenez le step le plus important, c'est de vous abonner. C'est d'être toujours à l'affût de nos publications. Bon, vous savez quoi, c'est tous les lundis matins, puis c'est tous les jeudis matins avec la revue de presse du Salon de Mio. J'espère que vous avez apprécié non seulement la dernière heure et demie de nous entendre vraiment parler de tout et de rien dans le sport, mais aussi, j'espère que vous êtes rassasiés un petit peu hein, de cette série Canadien Lightning parce qu'elle aura peut-être fait perdre quelques années de notre vie quand même. Oh oui. Moi, je commence à gréser un peu des cheveux, là. Ça va pas bien. Là. Déjà que je commence déjà à avoir des poils blancs là, sur le menton, là. C'est pas le moment, là. Ça ne va pas en s'améliorant. Dans tous les cas, messieurs, dames, on vous remercie d'avoir été de passage à la Triple Menace. Passez la plus excellente des semaines. Ciao!